Amis du lundi, hardi, bonsoir et bienvenue pour votre rendez-vous de la réinformation qui, vous l'aurez compris, sera spécialement dédié au premier tour de ces élections. Et puis éventuellement un peu aussi à la préparation du second tour. Hier soir, Emmanuel Macron a officieusement mis fin à son règne au terme d'une performance hallucinée, une sorte de seppuku hilar, et un peu comme Néron qui aurait, d'après la légende, mis le feu à Rome et regardé brûler la ville en déclamant des vers. Macron a dynamité l'Assemblée nationale et il a regardé les débris retomber sur notre pays en commentant les résultats avec les airs d'une espèce de maître des horloges qui aurait perdu sa montre. Et celui qui avait assuré mettre fin au clivage droite-gauche de l'ancien monde disparaît finalement, écrasé par ce même clivage qu'il a contribué à exacerber plus que jamais. Alors celui qui se voyait Jupiter, maître des horloges, voilà, je le disais, grand Manitou de l'extrême centre, se retrouve tout seul, en race campagne, lâché par des troupes qui ne veulent même plus de son soutien, qui ne veulent même plus voir son nom ou sa tête sur leurs affiches, dépassé par les enjeux, dépassé par les participants, et finalement incapable de maîtriser quoi que ce soit. Et objectivement, je pense que l'on peut dire que c'est le plus gros échec présidentiel de la Ve République. Vous nous direz tout à l'heure ce que vous en pensez. Mais et pourtant, il y en a eu des échecs. Et des beaux. Mais la règle de la Ve République, c'est que le président N+1 est pire que le président N. Mais comme la Ve République approche de son terme, on pourra remettre les compteurs à un autre niveau. Mais là, ça commence à creuser quand même sévèrement. Mais c'est vrai ce que vous dites. Parce que j'avoue que je m'étais dit que Macron serait moins pire que Sarkozy et Hollande. Et je dois admettre que... Ah non, il les a largement... Ah oui, il les a battus. Alors, face à cela, nous avons deux forces montantes. Une union des droites extrêmement solide, cohérente, qui a atteint 34%, 33, 34%. On n'a pas encore les chiffres absolument définitifs. Et qui n'a jamais été aussi proche du pouvoir. Et un nouveau front populaire complètement hétéroclite, à la durée de vie qui sera forcément limitée par ces contradictions internes qui sont nombreuses et qui sont puissantes, mais qui peut, avec 29%, le temps d'une élection, et en jouant sur l'alliance des vieux réflexes gauchistes et des réflexes petits bourgeois réunis, empêcher le Rassemblement national d'avoir une majorité absolue. Alors, ce faisant, cela consisterait à pousser un peu plus la France dans la violence, dans le désordre, dans l'instabilité. C'est objectivement ce qui nous menace. Et pire, on vient de voir Emmanuel Macron dire qu'il fallait faire barrage à l'extrême droite, avec tous les guillemets évidemment requis. Pire donc, nous ne sommes pas à l'abri d'un Premier ministre de gauche, voire d'extrême gauche, qui serait soutenu par les ultimes capacités de nuisance du président des bourgeois centristes qu'est Emmanuel Macron. Alors aujourd'hui, nous allons tenter de voir en détail ce choc du premier tour, les réjouissances, les déceptions de ce premier tour, et puis tenter de répondre à quelques questions essentielles pour le second tour, comme quels sont les triangulaires et quadrangulaires qui peuvent faire basculer l'élection, quelles réserves se trouvent pour l'union des droites, l'extrême gauche peut-elle l'emporter, et puis une séquence pratique qui sera utile pour tous, parce qu'on a vu lors de ce premier tour qu'il y avait eu beaucoup de problèmes, nos conseils pour détecter et empêcher les fraudes électorales au second tour, parce qu'encore une fois, vous le verrez, chers auditeurs de Radio Courtoisie, durant cette émission, nous avons été confrontés, enfin les candidats en tout cas, ont été confrontés parfois à de très graves irrégularités, des dysfonctionnements, voire des fraudes pures et simples. Alors, et s'il nous reste du temps, à la demande de Philippe Ménard, nous dirons un mot sur les élections, non pas en France, mais aux États-Unis, avec, vous l'avez sans doute tous vu, Joe Biden mis KO par Donald Trump. Alors, pour évoquer tous ces sujets avec Françoise, nous avons la joie d'accueillir les ballottés de la réinformation avec Arnaud Guyot-Janin. Bonsoir. Qui entre dans le Cénacle. Xavier Van Lierde, journaliste. Bonsoir. Jean-Yves Le Gallou, président de Polémia. Et nous serons rejoints tout à l'heure par Philippe Ménard, donc, qui est en route. Voilà. Alors, avant... d'ailleurs, je vous signale aussi, chers auditeurs de Radio Courtoisie, que vous pouvez nous envoyer vos messages, vos questions, vos remarques, vos analyses sont les bienvenues. Vous pouvez nous les adresser au 01 46 51 00 85, 01 46 51 00 85, ou nous écrire un courriel à l'adresse suivante, courtoisie@rc.fr.
courtoisie@rc.fr. Et alors, avant d'entrer dans le vif, je voulais aussi remercier nos équipes du matin, notre équipe du matin, donc les journalistes, les techniciens, les bénévoles, les stagiaires, les alternants, qui ont encore fait un travail extraordinaire, vraiment, en se couchant hier soir, après la manifestation violente des islamo-gauchistes Place de la République, qu'on pourra rebaptiser peut-être Place de la République islamiste, si un jour on a Mélenchon à Matignon, et qui se sont levés donc ce matin, très tôt, pour prendre l'antenne dès 7h du matin et vous apporter justement des éléments d'information. Donc franchement, bravo à eux, parce que c'est extrêmement courageux. On remercie également tous les auditeurs militants qui nous soutiennent, parce que là, je le répète, pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui éventuellement nous découvrent, que la radio qu'ils écoutent, et peut-être qu'ils apprécient, ne reçoit aucune subvention, ne dépend pas de la publicité, et ne peut donc compter que sur les dons de ses auditeurs. C'est vraiment important. J'insiste sur cet appel à l'aide, parce que, pour dire les choses simplement, toute l'actualité électorale des dernières semaines nous a obligés à multiplier des déplacements, des actions, des émissions spéciales. Et pour vous apporter toutes ces informations et toutes ces analyses, il faut le dire, nous avons été obligés de piocher et d'entamer nos réserves financières. Alors nous sommes un peu en difficulté en ce moment et nous devons absolument réunir 50 000 € d'ici la fin juillet pour rester à l'équilibre. 50 000 €, ça peut avoir l'air beaucoup, mais en réalité, c'est vraiment rien en termes de fonctionnement. J'ai découvert très récemment qu'une heure de production de France Inter coûtait, à votre avis, 1 heure, hein, 7 000 €. Oh là là. Bon, nous, on a besoin de 50 000 € pour tenir un été entier. Un JT, un journal télévisé de TF1, c'est 800 personnes. Ah oui, eh ben nous, on est 12. Voilà. Donc, pour toute la radio. Oui, pas que pas pour seulement le JT. pour le... Non, voilà. Voilà, donc nous devons absolument réunir cette somme. C'est extrêmement important parce que c'est important notamment pour vous, les auditeurs, pour vous qui nous écoutez, qui appréciez nos informations, qui les relayez, parce que nous en avons besoin simplement pour rester en vie. Voilà, donc si chacun des auditeurs qui apprécient nos émissions fait un don, même modeste, pour nous aider à défendre ses idées, les nôtres mais aussi les siennes, eh bien, nous y arriverons. Donc on compte vraiment sur vous. Je ne sais pas si vous avez un mot à dire là-dessus, sur ces appels aux dons. Je pense que depuis que Jean Ferré a dirigé Radio Courtoisie à partir de 1987, puis ensuite Henri de Lesquen, puis d'autres... Dominique Paoli, puis vous, cher Pierre-Alexandre Bouclet, nous avons toujours eu une pluralité des droites qui s'est exprimée à la radio. Et certains trouvaient toujours subjectivement que telle ou telle droite était avantagée par rapport à telle autre, que certains patrons de libres journaux exagéraient, étaient trop partisans par rapport à d'autres sur certaines questions. Je demande aux auditeurs de Radio Courtoisie de bien écouter la radio. Je crois qu'il y a quand même beaucoup de fidèles qui le font. Sur les 65 patrons de libres journaux de Radio Courtoisie, vous avez vraiment l'expression de la pluralité des droites, sur le plan politique, idéologique, intellectuel, etc. Donc tout le monde peut se retrouver, si j'ose dire, dans des émissions de Radio Courtoisie. Et Radio Courtoisie est beaucoup plus, cela va sans dire, pluriel dans sa façon de mener les émissions et de pouvoir distribuer d'une certaine façon la parole aux uns et aux autres qui sont peut-être pas de la même droite que les médias qui se disent très pluralistes et qui sont en réalité totalement uniformisés avec une pensée unique qui n'est pas le cas de Radio Courtoisie. Je le dis d'autant plus, n'étant pas un partisan de l'union des droites sur le plan politique, je trouve qu'à Radio Courtoisie, il est sain et il est bon, et il est une chose vraiment sérieuse et importante que de la soutenir, car sur le plan intellectuel, idéologique et politique, cette expression de la pluralité des droites existe bel et bien, ce qui est fort rare de nos jours. Eh ben, nous essayons. Jean-Yves, un mot ? Oui, tout ce qui s'est fait à la suite de Radio Courtoisie, c'est la première étape de ce qui est devenu la réinfosphère. On était pionniers. Et la réinfosphère, elle fonctionne sur la base de l'économie de générosité, du don. Et donc, par conséquent, s'il n'y avait d'ailleurs pas eu tout ce bouillonnement
intellectuelle, toute cette réinformation, il n'y aurait sans doute pas aujourd'hui les conséquences politiques que l'on observe. J'espère bien, oui. Alors, Xavier Van Liers voulait également rebondir sur cette question importante, pour nous en tout cas, puisque c'est notre survie qui est en jeu. Oui, et puis au-delà de nous, la société et la France, moi je pense vraiment que notre pays va rentrer dans une période de turbulence, quel que soit le résultat de l'élection, dans une forte période de turbulence, dans une période où les affrontements politiques et idéologiques vont nécessairement se tendre, et que dans un tel contexte, il est crucial, vital même, de disposer de médias tels que Radio Courtoisie, qui permettent de faire passer des messages, des informations, de les recouper, et donc d'être acteur dans cette période de bouillonnement qui s'annonce extrêmement... oui, dont va dépendre probablement l'avenir de notre pays et sa survie. Je pense bien, oui. Alors, avant d'attaquer vraiment le vif de notre sujet, je reviens sur un des rôles essentiels de notre radio, qui est quand même de réinformer. On a l'inventeur du mot devant nous, Jean-Yves Le Gallou, donc. Il s'est passé en quelques jours, en quelques heures même, un certain nombre de choses que les médias officiels, les médias de grand chemin, ont escamotées. Il y a eu ce double poignardage de 2 jeunes Français de souche, qui a été totalement gardé confidentiel jusqu'à hier soir, 19h, par la presse quotidienne régionale. C'est un pur scandale, et c'est Radio Courtoisie qui l'a révélé sur les réseaux sociaux, avec F de Souche d'ailleurs. Et ensuite, on a eu ces images de grande violence, avec hier soir sur la place de la République, donc là où se trouvaient nos journalistes, et tous ces gens, ces islamo-gauchistes, il n'y a pas d'autre mot, qui fêtaient un peu les résultats du nouveau Front populaire, avec des centaines ou des dizaines de centaines, je ne sais pas, de drapeaux palestiniens, algériens, marocains. Il n'y avait pas un drapeau français, pas un. Et des scènes de violence, des mots extrêmement durs aussi, avec des gens qui ont raconté que maintenant, étant donné qu'un Français sur 3 avait voté RN, on pouvait en attraper au passage et au hasard dans la rue et les tabasser, puisqu'on avait une chance sur 3 de tomber juste sur un adversaire, donc sur un électeur du RN. Voilà, toutes ces informations ont été escamotées ou occultées jusqu'au dernier moment par les gros médias, et c'est nous qui les avons diffusées et qui avons permis de les faire connaître. Voilà, donc c'est à ça qu'on sert, c'est extrêmement important, je pense, donc de lancer cet appel. Et on va d'ailleurs en profiter, et ensuite on attaque vraiment l'analyse des législatives, rassurez-vous. Mais on va remercier cet auditeur de Soubé en Suisse qui envoie 50 € et qui nous dit « Voici mon soutien pour votre excellent et nécessaire travail. Je souhaite que vous puissiez continuer longtemps à nous informer. » Une auditrice de Quincy sous Sénart dans l'Essonne qui envoie 15 €. Si joint une petite contribution pour assurer la continuité de Radio Courtoisie sur les ondes. Tous mes vœux de pérennité. Un couple d'auditeurs de Rincy en Seine-Saint-Denis envoie 60 € et nous dit « Mes remerciements pour vos émissions intéressantes et si variées. Longue vie à votre radio et courage à tous ceux qui contribuent à faire de Radio Courtoisie ce qu'elle représente pour moi. Un vrai bonheur. » Eh bien, écoutez, cher monsieur, merci à vous. Un auditeur de Noisy-le-Sec qui envoie 100 €. Je vous envoie ma cotisation après des années de piratage. Je fais désormais du mercenariat. Longue vie à Radio Courtoisie. Eh ben, merci à vous, cher monsieur. Merci d'être passé effectivement des auditeurs clandestins aux auditeurs militants. Parce qu'on a vraiment, vraiment, vraiment besoin que tout le monde se mobilise. On est dans une période extrêmement importante et nous, on se dépense sans compter. Donc, s'il vous plaît, essayez d'en faire autant. Comme ce couple d'auditeurs de Neuilly-sur-Seine qui envoie 200 € et qui nous dit « Voici ma contribution pour que Radio Courtoisie continue son excellent travail salutaire que j'écoute depuis très longtemps. J'espère que les générations futures préserveront ce trésor. » Et pour conclure... Un auditeur de Vincennes qui envoie 50 €. J'espère que Radio Courtoisie perdurera afin que nous puissions profiter de votre mine d'or. Je suis un vieux monsieur de 87 ans, très attentif à votre vraie information. On a besoin de vous. Eh bien, cher monsieur, on a aussi besoin de vous, soyez-en sûrs et certains. Donc, un immense merci pour votre générosité et votre soutien. Si tout le monde pouvait faire comme vous, vraiment, Radio Courtoisie ferait des miracles et pourrait vous informer encore 10 fois plus qu'elle ne le fait déjà. Il faut peut-être ajouter, Pierre-Alexandre, qu'il y a une nécessité de le faire peut-être dans ce mois de juillet, parce que c'est un été qui va être creux, qui nécessairement, toujours, à chaque fois qu'on demande de l'argent ou qu'on demande des dons, malheureusement ceci n'arrive pas parce que les gens sont en vacances. Là, il faut essayer vraiment de se mobiliser, essayer de vraiment être le plus nombreux possible et ne pas attendre la rentrée pour verser les sommes qui sont indiquées
par Pierre-Alexandre Bouclet, ou en tout cas les sommes, qu'elles soient petites, résiduelles ou importantes, dans tous les cas, il faut donner de l'argent à Radio Courtoisie, c'est une question de survie. Chaque euro compte. Merci beaucoup, merci à tous. Alors maintenant, on attaque le premier tour, l'analyse en tout cas de ce premier tour. Je vous donne, si vous voulez bien, les résultats déjà. Donc la participation, 67%, donc c'est une participation massive. On avait eu 47% en 2022, 48% en 2017, et en 2002, il faut remonter très très loin, 64% entre guillemets seulement, alors que c'était déjà un pic de participation. Donc là, 67%, on peut être certain que cela reflète vraiment l'opinion française, donc cela reflète vraiment les 34,2% du RN que je voyais ce matin. Apparemment, maintenant, on est autour de 33%. Ce qui donnerait 240 à 270 élus. Cela donne aussi 29,1% au nouveau Front Populaire, 180 à 200 élus. Ensemble, alors là c'est vraiment l'antiphrase par excellence puisqu'il est tout seul, mais bon, c'est donc le parti de Macron, donc tout seul. Si c'était vrai. Tout seul a fait 21%, donc 60 à 90 élus. LR, donc le résidu de LR, 10%, 30 à 50 élus, et les divers en tout genre, donc divers gauche, divers droite, 5%, et cela représenterait 13 à 21 élus. Alors, je vais enfin me taire, je vous laisse la parole à tous. Que vous évoque au premier abord donc ce premier tour? Est-ce que déjà la participation historique, ça vous semble important? L'effondrement de Macron? Jean-Yves Le Gallou. Alors, je pense que ce qui est essentiel, c'est de regarder l'évolution en nombre de voix de chacune des forces politiques. En nombre de voix, le Rassemblement national et ses alliés ciotistes progressent de 65% des voix. La gauche mélenchoniste et ses alliés progressent de 25% des voix. Je parle en nombre de voix. Ensemble, la coalition macroniste progresse de 12%. Et les républicains, canal historique ou préhistorique peut-être, régressent de 10%. Voilà. Donc, c'est en nombre de voix la réussite, la victoire du RN est évidemment incontestable. Je le dis parce qu'on a souvent tendance, quand on arrive le soir des résultats, à juger non pas en fonction de l'élection précédente comparable, puisqu'on compare une élection à l'élection comparable, une élection présidentielle à une élection présidentielle, une européenne à une européenne, une législative à une législative, mais souvent on a tendance à comparer par rapport aux résultats des derniers sondages. Et donc, ça n'est pas significatif. C'est significatif de la qualité de prévision des sondages, qui est plutôt bonne d'ailleurs pour ces élections. C'est bien les élections européennes que celles-là. Mais il faut comparer à l'élection précédente. Et donc, le chiffre à retenir, c'est que le RN a progressé de 66%, là où les autres ont progressé soit de 25%, soit de 12%, c'est-à-dire beaucoup moins, voire même régressé s'agissant de LR, canal préhistorique. Arnaud Gueugena. 63, 63,5, 64% pour le RN. Il est évident que c'est une victoire, une première victoire. Nous sommes là, a priori, dans une hypothèque de majorité relative, mais ce n'est pas encore fait. La majorité absolue va être extrêmement difficile à trouver. On va y venir après. Alors, on va y venir après. Il est évident que le RN et Jordan Bardella disposent encore d'une réserve de voix si on prend un certain nombre d'abstentionnistes, si on prend un certain nombre d'électeurs de droite qui n'ont pas fait forcément, ces formations politiques de droite n'ont pas forcément fait des scores extraordinaires, mais c'est quand même, si on peut ajouter leur Reconquête, si on peut ajouter peut-être certains souverainistes et d'autres qui ont pu peut-être s'ajouter au RN. Et il n'est pas évident que les retraits réciproques, pour reprendre l'expression de Jean-Yves Le Gallou, et non pas des désistements réciproques qui devraient a priori désavantager le RN, il n'est pas évident que cela soit aussi mécanique et aussi évident
car il me semble quand même difficile que beaucoup d'électeurs de Mélenchon et de la gauche unie se reportent mécaniquement sur Macron contre le RN. De la même façon, je ne suis pas sûr non plus que tous les macroniens, vont se reporter sur le RN dans la mesure où tous les leaders de la Macronie n'ont pas appelé à ce retrait. Autant Macron, Édouard Philippe, etc. ont appelé à voter contre le RN, autant d'autres ne sont pas d'accord du tout pour voter en faveur des candidats hostiles au RN et en face du RN. Alors ça également, ce sera un des sujets importants, un des sujets sur lesquels on va revenir. Alors, Xavier Van Lierde voulait rebondir. Oui, ce qui me semble intéressant à remarquer quand on parle de progression du RN, c'est qu'elle se conduit dans un contexte qui est particulier. On ne peut plus aujourd'hui parler d'un vote pour le RN qui serait un simple vote de protestation ou de témoignage, car la perspective d'arriver au pouvoir du Rassemblement national, de désignation d'un Premier ministre à la personne de Jordan Bardella, donc un Premier ministre issu de ses rangs, était l'un des enjeux de l'élection. Donc cette progression se fait sous la forme d'un vote, à mon sens, d'adhésion. C'est-à-dire que ce n'est pas une victoire par surprise. Les enjeux étaient mis sur la table et la perspective d'une victoire et même d'un gouvernement RN parmi les possibilités. Donc les quelques 12 millions d'électeurs qui ont voté pour le Rassemblement national ne l'ont pas fait simplement pour témoigner, mais pour que cette perspective se concrétise. Et ça me semble extrêmement intéressant parce qu'on change quand même totalement d'époque. C'est-à-dire que c'est un vote pour le programme, mais aussi pour essayer, pour de vrai, l'application de ce programme, ce qui est, à mon avis, l'élection 1 d'une dynamique qui n'est pas près de s'éteindre. Oui. Alors, que vous évoque justement, parce qu'on parlait de vote, donc cette participation massive montre que ce sont de vrais votes de conviction, c'est ce que vient de dire Xavier Van Lierde. À cet égard, l'effondrement de Macron. Est-ce qu'à votre avis, Macron est mort ? Est-ce qu'il a une chance de se redresser? Est-ce qu'il est cette espèce de coup de Jarnac qu'il tente, littéralement, parce que c'est ça, son objectif, il l'a annoncé, c'est permettre en fait en 2027 de faire élire un néo-Macron finalement, c'est-à-dire c'est de torpiller la candidature de la droite nationale comme de l'extrême gauche. On peut peut-être répéter ce qu'on a dit la semaine dernière. Tout dépend de savoir si Jordan Bardella et le RN vont avoir la majorité relative ou la majorité absolue. Si la majorité absolue est obtenue par le RN et que Bardella va être Premier ministre de Macron, je vois mal Macron accepter de continuer à gouverner avec Jordan Bardella. Si il obtient la majorité relative. Alors là, dans ce cas, il est peu probable, puisque Jordan Bardella a dit qu'il n'y aurait pas de gouvernement en commun avec Emmanuel Macron. Le nouveau front populaire sans peuple, si j'ose dire, puisse arriver au pouvoir. Ça n'est pas complètement idiot, ça n'est pas complètement impossible, car je ne vois pas des macroniens et des LR non-ciotistes accepter de former un gouvernement avec Macron. Ça serait risible, et on aurait là l'impression, à juste titre, d'un totalitarisme soft qui s'opérerait. Donc imaginez la gauche et l'extrême gauche gouverner avec Emmanuel Macron, ça serait une bordélisation complète de la société française, une société de chaos. Et est-ce que finalement Emmanuel Macron n'a pas souhaité cela ? Car il s'est peut-être dit, si jamais je gouverne avec quelqu'un d'autre que Jordan Bardella, la situation étant chaotique, le chaos social étant tellement évident, ça ne pourra pas durer, ça ne pourra pas continuer, et par conséquent, je pourrais peut-être reprendre la main pour un temps. D'autres se disent peut-être que 3 ans après, ça pourrait profiter à Marine Le Pen, car évidemment, la situation d'amplification de la décadence étant de plus en plus forte, il y aurait une résistance et une opposition très puissante vis-à-vis de cela, et Marine Le Pen pourrait être à ce moment-là remise en course, si j'ose dire, dans 3 ans pour les élections présidentielles. Alors, elle, c'est l'objectif, mais par contre, est-ce qu'un camp macronien peut encore survivre à ce qui va se passer d'ici 2027 ? Non, je ne crois pas. Macron, c'est un destructeur. Depuis qu'il est arrivé, il a détruit extrêmement beaucoup de choses. Il a détruit la situation internationale de la France.
Il a largement accéléré la destruction intérieure dans certains secteurs. Il est en train de se détruire lui-même. Même l'économie, parce que même l'économie avait fait de l'économie son cheval de bataille. En 2017, on pouvait penser qu'il, après tout, il venait de l'inspection des finances, il venait de la banque. On pouvait penser qu'économiquement, il serait sérieux. Et en fait, c'est catastrophique dans ce domaine-là aussi. Là, je crois qu'il est entré dans une phase d'autodestruction. Symboliquement, son image le jour du vote au Touquet, où il est en voyou avec une casquette. Pour les auditeurs de Radio Courtoisie qui ne l'auraient pas vu, il est en blouson d'aviateur, avec une espèce de jean et une casquette et des lunettes noires. Effectivement, oui. C'est peut-être une tenue pour aller dans un bar gay, mais certainement pas pour représenter la France. Et pour aller voter. Ah oui, non, c'est phénoménal. Alors, je ne sais pas s'il a voté dans cette tenue ou si c'est après. Mais non, je pense qu'il était sur le chemin ou sur le retour. Quoi, mais sur le retour, il est vraiment sur le retour. Ça, il n'y a pas de... Xavier Van Lierde, un mot sur Macron. Et est-ce que j'évoquais un seppuku, un harakiri, donc en direct? Est-ce que ça vous semble... Je pense que lui, personnellement, est complètement cuit. Complètement cuit, parce qu'il est non seulement détesté des Français, mais maintenant il est détesté même par les siens, par ses barons. Et voilà, la Macronie, c'était quoi? C'était une sorte de baronnie sociologique. Et ceux-là même qu'il avait soutenus, épaulés et autres, le détestent à un point. Il les déteste probablement même plus que le Français moyen désormais, que l'électeur moyen. Donc je pense que lui, personnellement, est absolument cramoisi. Maintenant, cette sociologie existe toujours, c'est-à-dire que malgré tout, voilà, cette espèce de centre bourgeois fait ses 20%, fait un peu de résistance. Je pense sincèrement que il s'est illusionné et qu'il a cru qu'il allait pouvoir jouer un peu sur des réflexes, mais qui n'ont pas eu lieu. Je crois que la grande déception pour Macron, c'est que Glucksmann a choisi d'aller dans le nouveau Front populaire et que ça a brisé son dispositif. Alors vous pensiez qu'il allait rester, que Glucksmann, vous pensez que Macron misait sur le fait que Glucksmann fasse une sorte d'union des centres. Il misait sur le fait que le nouveau Front populaire, ce qui est après tout pas absurde, ne pourrait pas se constituer et qu'il pourrait rejouer la constitution d'un cercle de la raison. Sauf qu'au même moment où il voulait constituer ce cercle de la raison, il apparaissait à tout le monde que lui-même était un dingue. Et donc on ne peut pas constituer un cercle de la raison et se placer au centre de celui-ci, alors qu'aux yeux de tous, on passe pour vraiment un fou furieux. Un fêlé. Un fêlé, il est complètement siphonné, impulsif. Il donne l'impression de l'être. Bravo, quelle belle maîtrise de l'antenne. Non, mais c'est-à-dire que 48 heures après la dissolution, il y avait dans Le Monde, qui est quand même l'organe de cette sociologie-là, un article absolument incroyable où un certain nombre de gens sous couvert d'anonymat, mais qui travaillent à l'Élysée avec Macron, expliquaient qu'ils se posaient la question de sa santé mentale. Ils les évoquaient, ses dépressions en répétition, son caractère bipolaire. Enfin bon, c'est quand même extrêmement gratiné. Toute chose d'ailleurs qui avait été soulignée par des gens que l'on qualifiait il y a encore quelques années de complotistes, qui s'inquiétaient quand même de ces élans en meeting complètement déraisonnables, de ses crises de colère, de son mépris. En fait, d'une personnalité qui était déjà très inquiétante. Et désormais, c'est au cœur du pouvoir qu'on brandit cela. Donc lui, personnellement, est mort. Ces 20%-là existent encore, mais que va-t-il en advenir dans une société qui se polarise à fond? Mais alors, en revanche, qu'ils choisissent. Pardon, je rebondis encore une fois sur ce que vous venez de dire, Xavier Van Lierde, mais on avait cru pendant un temps qu'il était vraiment dans une sorte de stratégie du chaos, c'est-à-dire de destruction, comme un enfant qui casse ses jouets. Et là, vous dites qu'il avait peut-être fait simplement un pari fou, en fait, et que ça n'a pas marché. Quoi. Ouais. Arnaud Gueulin. Je pense que oui, je pense qu'effectivement, c'est un pari fou. Il tente un coup de poker. Pas une autodestruction, c'est un coup de poker. C'est un coup de poker menteur. La question est de savoir s'il va gagner ou pas. Et pour l'instant, il est plutôt en recul ou en reflux qu'à flux tendu, si j'ose dire. Et pour revenir sur ce que disait Xavier Van Lierde dans la première partie de son intervention, il ne faut pas oublier quand même qu'hier soir, lors de ce premier tour des élections législatives, on a vu un certain nombre de gens
de la gauche unie, du Front populaire qui était présent et qui disait, notamment le leader des Verts, femmes et d'autres leaders, qui disaient il va falloir transformer le Front populaire en Front républicain. On revient 20 ans avant à ce qu'était déjà le Front républicain contre Jean-Marie Le Pen il y a plus de 20 ans. Ça aussi, c'est extrêmement important. Alors, vous anticipez tous les sujets, mais on va y Pardon revenir. d'aller trop vite. On va y revenir également dans un instant. Non, mais c'est vraiment terrifiant, là, ce qui peut se mettre en place. Ouais. Alors, on lit quelques messages d'auditeurs, On a parce qu'ils s'accumulent, là. énormément de messages, oui. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie. devant le micro. Attendez, je vais prendre mes petits papiers. Voilà. L'effondrement de Macron est une expression bien optimiste. En effet, Macron est au pouvoir et possède tous les moyens pour gêner un gouvernement Bardella, sans compter l'aide de Bruxelles et de la violence de la rue. Un autre auditeur. Le régime peut-il survivre en cohabitation sans majorité, soutenant l'oligarchie gouvernementale? La réponse semble-t-elle pas clairement négative? Ce n'est pas un ténum que Macron Ier devrait donner à Notre-Dame, mais un requiem. Au choix. Un autre auditeur de Radio Courtoisie. Monsieur Bouclet est un esprit simple s'il pense que Macron est en pleine déroute. Au contraire, son plan se déroule comme prévu et le chaos est à nos portes, ce qui est son programme, et cela depuis le début. Penser qu'il est en pleine déroute est une erreur grave d'analyse. Là, on me permet. C'est une vraie interrogation. Voilà. Oui, je suis pas c'est tellement un ingénieur du d'accord. chaos, c'est vrai. Oui. Oui. Une auditrice de Radio Courtoisie. Merci, bravo messieurs. Il paraît que notre cher président est parti pour les États-Unis. Oui. Qu'y fait-il entre les deux tours? Il visite les EHPAD à la Maison Blanche. Ah oui. Avec Bill Gates, BlackRock, les banques, la CIA qui nous gouvernent depuis 2007, il faut savoir à quoi sert ce voyage que nous payons. Un autre auditeur, le grand vainqueur des élections, c'est M. Macron. Vous le comprendrez dans les jours qui viennent quand vous aurez un président de gauche ou d'extrême gauche. Un Premier ministre, j'imagine. Oui, parce que... Oui. Un autre auditeur de Radio Courtoisie. Peut-on féliciter le ministère de l'Intérieur d'avoir choisi ce profond bleu marine pour repeindre la carte de France? On pourrait s'attendre au brun, mais non. Mais ce ravissement se double d'inquiétude sur la bêtise qui fera préférer à certains qui se croient la mission de sauver la soi-disant démocratie en faisant le sempiternel barrage des castors fous contre le fleuve. Vont-ils réaliser qu'une absence de majorité est incompatible avec la 5e et que le chaos wokiste va les emporter, comme les immigrés d'un autre temps, et qu'un gouvernement forme, mais issu de gens qui ont largement prouvé une certaine compatibilité avec le bidule, pourrait encore sauver les meubles? Car avec la chute économique, la défaite politique internationale, la crise interne, on va vite prier le ciel d'envoyer sinon la pucelle, la réincarnation de Francisco Franco. C'est un auditeur qui n'a pas la langue dans sa poche. Une auditrice, ceux qui ont placé Macron devant la grande pyramide pourront, pour devise, Ardo et Chaos, est la devise qu'ils appliquent pour nous imposer le nouvel ordre mondial. Le nom de la bête dans la Bible, le nouvel ordre mondial. NOM. Un autre auditeur. On lit sur le site du ministère de l'Intérieur un candidat, le seul dit d'extrême droite, avec 59 679 voix, aurait un siège dès le premier tour et serait élu. Savez-vous de qui peut-il s'agir? Non, un candidat avec 59 000 voix, ça me paraît extrêmement difficile, compte tenu de la taille des circonscriptions. Un autre auditeur de Radio Courtoisie, on verra à partir de demain soir, heure de dépôt des candidatures, quelles prévisions peuvent être faites. Prévoir est impossible ce soir. L'alliance Macron plus Bloc gauche va emporter malheureusement grâce au désistement sur les triangulaires. Le nombre de sièges RN va être faible, jamais 240-270. Ne pas rêver, le RN n'a pas de réserve. Non. Bah, on peut tout à fait. On va y venir. On va y venir tout à l'heure, la question des triangulaires. Je suis en désaccord total avec ce point de vue. Avec ce message, d'accord. Ouais. Mais je comprends qu'on puisse l'exprimer, bien sûr. Un auditeur, quand on examine le programme du RN, on voit bien qu'il n'y a rien de fasciste. Le programme de la gauche est bien plus inquiétant que notre patrie. Alors pourquoi la Macronie et les LR veulent faire barrage au RN et favoriser cette gauche mortifère? C'est à rien y comprendre, dit cet auditeur. Allez, on va les nouveaux. On va attendre. On va les lire tout à l'heure, ceux-là. On en revient à un point. Xavier Van Lier. Moi, je voudrais réagir à un certain nombre de messages qui laissent entendre que
certains de nos auditeurs pensent que Macron maîtrise tout, que c'est une sorte de Deus ex machina qui a tout prévu par avance. Alors c'est une erreur en politique de sous-estimer ses adversaires, mais c'est également une erreur de les surestimer. Et je pense que on se laisse prendre au discours qui a été celui de la presse à l'égard de Macron, qu'on présentait comme un surdoué, un type absolument génial qui a toujours 3 coups d'avance. Je pense sincèrement pas qu'en 2017, quand Macron s'est fait élire, il imaginait la situation dans laquelle il se trouve aujourd'hui. Je ne pense pas que ça faisait partie de ses plans de se retrouver avec probablement simplement 30 à 40 députés, et que il ne faut pas peindre les défaites d'un adversaire en victoire, et au contraire se féliciter des évolutions qui ont eu lieu. On ne peut pas, on peut pas se retrouver dans cette situation un peu incapacitante de ne pas voir que 12 millions de nos compatriotes ont enfreint les consignes de vote, sont dans une insurrection électorale frontale contre le système, et ne pas s'en féliciter. Sincèrement, de surcroît, le personnage de Macron est totalement surévalué. Et je pense que dans beaucoup de milieux qui l'ont promu, qui l'ont mis à la tête de l'État, effectivement, pour dérouler un programme destructeur, eh bien, il y a un grand désarroi. Il y a un grand désarroi. Ces gens-là cherchent quelqu'un pour le remplacer aujourd'hui. Donc, je crois qu'il ne faut vraiment pas tomber dans ce piège de penser qu'il est absolument génial, qu'il maîtrise tout. Au contraire, peut-être que c'est un calculateur, qu'il fait des coups tactiques, mais la situation lui échappe. Il arrive que les ingénieurs du chaos foirent, parce que le chaos, la définition, c'est que c'est instable. Et la situation est devenue totalement incontrôlable pour eux. Voilà. Félicitons-nous. Sincèrement, tout redevient possible. C'est pas le moment de nier que tout redevient possible, alors que ce n'était pas le cas auparavant. On se retrouverait avec une assemblée écrasée sous le poids de l'extrême centre. On aurait de quoi se plaindre. Ce n'est pas le cas. Oui, non, je suis assez d'accord avec Xavier Van Lierde. Je pense qu'on peut quand même se réjouir quand même de cette avancée, de ces prises de conscience. Alors malheureusement, elles arrivent très 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 tard. Je crois qu'il était encore temps de sauver les meubles dans les années 90. Maintenant, bon, ça c'est un avis personnel. Je pense qu'on s'y prend beaucoup beaucoup trop tard. Néanmoins, bon, mieux vaut tard que jamais. Et si jamais nous arrivons à avancer encore et encore et encore un peu plus vers le pouvoir, c'est quand même une chose dont il faut se féliciter. Et je crois vraiment, effectivement, que le camp de Macron lui-même est effondré par les manipulations de leur chef. Parce que la plupart n'étaient pas au courant de cette fameuse dissolution. Et aujourd'hui, je ne suis même pas sûr qu'ils aient été au courant lorsqu'il a appelé à faire barrage au Rassemblement national à tout prix. Autrement dit, sous-entendu, à voter pour LFI, parce que on les entendait tous dire tout et n'importe quoi sur les plateaux de télévision, les macronistes. C'est-à-dire, certains disaient que pas une voix pour LFI, d'autres... En fait, ils n'avaient plus... d'ailleurs de dire n'importe quoi. C'était un poulet sans tête, la Macronie. Ils sont dans le désarroi le plus total. Mais oui, donc là, il y a un vrai truc. Il y a d'ailleurs quelque chose qui peut peut-être être souligné, c'est qu'on a 3 blocs. Mais on a un bloc qui est cohérent, c'est-à-dire le bloc RN, LR, Ciotti. On a le canard sans tête dont vous parliez, c'est-à-dire ce bloc central. Ensemble, mais tout seul. Ensemble, tout seul, est totalement désorienté. Et on a un attelage quand même un peu bizarre que celui du Nouveau Front Populaire, où aujourd'hui encore, il y a 20 minutes, un certain nombre de députés dénoncent une purge au sein de LFI, des gens qui sont en embuscade de partout, Hollande, Glucksmann, tout ça avec Mélenchon, ils ne sont pas capables de désigner un représentant pour aller à un débat un soir, c'est-à-dire qu'on n'en est même pas à désigner un Premier ministre, ils ne sont pas d'accord sur la personne à envoyer sur un plateau de télévision pour les défendre et les représenter. Autant dire que si le choix est entre le chaos et une forme d'ordre et de stabilité, eh bien, il n'y a qu'une seule formule qui permette d'obtenir une forme d'ordre, de stabilité et peut-être de redressement du pays. Eh bien, c'est une majorité absolue pour le bloc RN, LR, Ciotti. Il n'y en a pas d'autre. Oui, alors peut-être qu'il sera atteignable. C'est là où le chaos, si je résume le propos de... Oui, mais je pense aussi que moralement, il faut faire bloc et barrage à l'extrême gauche à tout prix. C'est-à-dire il faut s'épargner à tout prix un gouvernement d'extrême gauche. Je crois qu'il y a une petite erreur de langage qu'on fait depuis hier sur les plateaux de télé et que vous rappelez un petit peu, Pierre-Alexandre, c'est qu'on dit toujours l'extrême gauche.
Mais si on regarde bien de près ce qu'incarne le Front populaire, c'est la gauche et l'extrême gauche. Et l'extrême gauche n'est pas forcément hégémonique par rapport à la gauche. Ce qu'il y a, c'est qu'elle est beaucoup plus mobilisée, elle est beaucoup plus énergique, elle est beaucoup plus militante et elle peut faire tendre vers. Mais pour l'instant, il s'agit plutôt de la gauche et de la gauche radicale. Pardon, je vais éclaircir mon propos. Je pense que cette extrême gauche, c'est ce que je disais en introduction, est hétéroclite et ne pourra pas durer. La preuve, effectivement, c'est qu'il n'arrive même pas à se décider sur le porte-parole pour un simple débat télé. En revanche, elle est représentée symboliquement par LFI, il n'y a aucun doute. Même si le PS a fait 13% et que LFI n'en a fait que 9%, ceux qui dirigent cette coalition, c'est LFI. C'est-à-dire que c'est Rima Hassan avec son kéfier qui est à côté de Mélenchon. Ce n'est pas François Hollande, ancien président de la République. C'est hallucinant. Ce n'est pas non plus Glucksmann. Et c'est le nombre de sièges réservés aux députés LFI. Oui, ils ont monopolisé. Et si on ajoute... Et si on dit l'extrême gauche, il faut ajouter les écologistes qui sont sur une ligne wokiste, indépendamment de la ligne islamiste de LFI. vert. Je voudrais aussi rebondir très rapidement sur les messages des auditeurs concernant Macron et son talent et cette espèce effectivement de surévaluation. C'est précisément parce que Macron est brillant, talentueux, extrêmement bon débatteur, bon débatteur aussi quand il va au salon de l'agriculture ou dans d'autres salons. Il va directement au contact, il a une espèce de charisme évident, charisme qu'à certains égards, certains disent méphistophélique, mais je ne voudrais pas aller trop loin dans ce domaine. Mais c'est précisément, encore une fois, ce côté brillant et talentueux et excessif qui va perdre Emmanuel Macron. Car Emmanuel Macron est un personnage démesuré. C'est l'hubris d'Emmanuel Macron qui peut le perdre. Donc ses qualités sont aussi ses propres défauts, et c'est la raison pour laquelle il peut chuter, parce qu'il n'a plus aujourd'hui la main dans le combat intérieur qui est le sien. Encore quelques messages. Oui, un message d'un auditeur. J'aimerais savoir si les prisonniers votent et pour qui ils ont voté. Alors, je ne sais pas si les détenus ont le droit de vote. Si, les détenus ont le droit de vote. Oui. Les détenus... sauf ceux qui sont privés de droit. Il y a quand même quelques contraintes, oui, mais certains détenus ont le droit de vote. Si on est en prison pour trafic de drogue, on peut voter. Oui. À mon avis, on vote LFI, puisque LFI veut ouvrir les prisons et veut diminuer les pouvoirs de la police. Je serais prisonnier, mon programme serait tout choisi, oui. Je serais prisonnier pour trafic de drogue. Oui, voilà. Et si on a envie de récidiver sans être arrêté par des policiers indélicats, on se dit, c'est vrai que LFI... Si on a envie d'affaiblir la police et de pouvoir préserver son business... Oui, c'est tout tracé. Xavier ? Non. Bon. Alors, il y avait un point encore avant d'attaquer vraiment la préparation du deuxième tour, en finir peut-être avec le premier tour. C'est donc cette percée du RN, l'union qui se fait. Et à titre personnel, je pense qu'on pouvait tirer aussi un coup de chapeau à Reconquête. Je trouve que, je ne sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, vous pouvez ne pas être d'accord avec moi, mais que Éric Zemmour et Sarah Knafo ont été assez exemplaires hier dans leur soutien qui semblait tout à fait sincère, alors que rien ne les obligeait quand même à venir en plateau pour dire tout ce qu'ils ont dit. Voilà, je ne sais pas ce que vous en pensez. Jean-Yves Le Gallou ? Oui, je suis tout à fait d'accord avec ce point. La politique est un monde très injuste. Et c'est vrai que Éric Zemmour a largement contribué à la situation actuelle par sa candidature de 2022, qui a contribué à élargir l'offre électorale, qui a préparé le ralliement d'une partie de l'électorat de catégorie CSP+, qui était rebuté par le vote Marine Le Pen, qui est d'abord passé par le vote Zemmour et qui maintenant a rejoint le vote Le Pen. Donc, il a contribué à la victoire, à la l'eupénisation des esprits. Et il n'est pas certain qu'il en bénéficie, mais ça, c'est la loi de la vie et les lois de la vie politique. Mais effectivement, hier, ils ont été tout à fait dans la bonne ligne. Aujourd'hui, tout patriote ne peut que se réjouir de cette comme vous l'avez dit, insurrection électorale. C'est Xavier, pour être honnête. Un mot sur Reconquête Zemmour, Sarah Knafo ? Oui, moi je veux bien. Oui. Xavier Van Lierde ? Je pense qu'Éric Zemmour restera dans l'histoire comme celui qui, lors de leur dernière campagne présidentielle, a placé l'enjeu
du grand remplacement au cœur du débat public et qu'une grande partie des votes pour le Rassemblement national s'explique par cette prise de conscience massive que l'immigration, ce n'était pas juste un sujet technique comme il était traité depuis de nombreuses années par le Rassemblement national, mais un enjeu existentiel, c'est-à-dire qu'en fait, il a libéré la parole sur ce que chacun en France ressentait de façon intuitive, et grâce à lui, eh bien, c'est devenu cet enjeu réel qui est au centre de tous les enjeux dans la vraie vie, a fait son irruption dans le champ politique, et que de façon, j'espère qu'on s'en souviendra dans l'histoire comme celui à qui on doit ça. Voilà. Arnaud, Philippe Ménard, rien. Bon, alors on va dire encore quelques messages d'auditeurs. Dans la prise de conscience, Jean-Yves je crois qu'il ne faut pas oublier non plus les batailles locales qui ont pu être livrées contre l'implantation de foyers de migrants. Je pense par exemple Pierre Gentillet notamment. Pierre Gentillet dans la Creuse ou dans le Cher, et en Bretagne, dans la circonscription de Guingamp, qui est traditionnellement une circonscription plutôt assez à gauche, qui est la circonscription où il y avait Calac, là où il y a eu la volonté d'implanter un foyer de migrants, et le Rassemblement national a fait plus que doubler ses voix. Voilà. Donc, ce qui prouve bien la réaction. Et malgré tout, c'est le type de phénomène qui ne reste pas cantonné dans un endroit, mais qui, par capillarité, par viralité, finit par être connu au-delà de ses propres frontières. Le réveil des gens qui ne veulent pas mourir. Alors, si j'ai bien vu les scores et les pourcentages du résultat de Pierre Gentillet, il fait, je crois, 40%. Dans une triangulaire avec un macronien face à lui, ça va être difficile. Il faut espérer qu'il puisse le remporter parce qu'il le mérite vraiment. Et dans le Cher, ça n'est pas forcément une petite circonscription dans laquelle il se présente, qu'il va pouvoir forcément gagner. Donc il faut vraiment se passer le mot et faire en sorte que Pierre Gentillet soit un nouveau député dimanche prochain. C'est tout ce qu'on lui souhaite. On y arrive justement dans une minute. On écoute un petit message de la Radio Courtoisie. Vous aimez Radio Courtoisie, mais vous n'avez jamais donné, même pas 5 €? Arrêtez de laisser payer les autres à votre place. Faites un don maintenant sur soutenir.radiocourtoisie.fr ou envoyez votre chèque au 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Et vous verrez, vous vous sentirez mieux. Comme les messages d'auditeurs qu'on va lire là, qui ont peut-être donné, peut-être pas. S'ils ont donné, j'espère qu'ils se sentent bien. Et s'ils n'ont pas donné, je les invite à se sentir mieux. Donc. Un auditeur de Radio Courtoisie. Le prochain match est le vote du budget à la rentrée après le désastre annoncé des JO et certains événements internationaux à prévoir. Si la mécanique républicaine folle fonctionne, avec les reports bidulesques accouchant d'une chimère monstrueuse, comme les sont toujours les révolutions, on est bien barré. Oui, c'est bien résumé. Faites rentrer vos poules, dit cet auditeur. Une auditrice. Monsieur Poutine a dit publiquement, et cela a été rapporté à la télévision, que Macron était cocaïnomane. Ça ne regarde que Vladimir Poutine, là, ce qu'il dit. C'est exactement, pas nous qui le disons. Ce qui expliquerait le comportement irrationnel que rien ni personne n'ignore. Oui, Sarkozy n'avait pas un comportement beaucoup plus rationnel et personne ne l'a jamais accusé de se poudrer le nez. Donc voilà, on n'a vraiment pas besoin, quand on est président de la République française, de drogue de synthèse pour se sentir complètement éberlu. Une auditrice de Radio Courtoisie, M. Macron, le lendemain de la dissolution, a déclaré « Je leur ai envoyé une grenade dégoupillée dans les jambes ». Absolument, tout à fait. Voilà pour les messages. Oui, sauf qu'il s'est trompé. C'est la goupille qu'il a envoyée et il a gardé la grenade dans les jambes. Voilà. Dixit le canard enchaîné. Je cite mes sources. Alors, triangulaire maintenant, les quadrangulaires. Donc on a, d'après un document que m'a envoyé Philippe Ménard. En fait, c'est Le Monde qui, en direct, est en train de comptabiliser les désistements. Oui. Et donc, je crois que quand je vous ai envoyé l'information, il y avait 160 désistements. Dans le métro, on en était à 171. Donc, je suppose que... Attention. Initialement, nous avions ce matin 305 triangulaires et 5 quadrangulaires. Alors, et là, on a des désistements en pagaille. Non, je voudrais faire une mise au point de vocabulaire. Ouais. Car le mot désistement est utilisé de manière incorrecte, abusive. C'est le Monde pourtant. Pardon, et précisément parce que c'est le Monde, trompe jamais. Parce que on parle du journal de référence, c'est les journaux qui l'utilisent. Le désistement, c'est quoi ? C'est je me retire
au profit de tel candidat et je vous invite à voter pour lui. Alors, il y a sans doute des désistements, mais il y a surtout des retraits. C'est-à-dire, je me retire et j'assortis le retrait d'une déclaration disant « Je ne souhaite ni la victoire de l'un ni la victoire de l'autre. Je ne souhaite pas la victoire de celui-là, ou je demande à mes électeurs de ne pas voter pour tel candidat, ce qui n'est pas la même chose que d'appeler à voter pour un candidat. » Donc, dans ce qui est appelé de manière abusive des désistements, il y a effectivement quelques désistements, mais il y a surtout beaucoup de retraits, et ça n'aura pas tout à fait le même effet. Même M. Mélenchon, il ne dit pas voter pour le candidat macroniste contre le Rassemblement national. Il dit « Je vous demande de ne pas accorder une seule voix au candidat du Rassemblement national ». Il ne dit pas « Je vous demande de voter pour son adversaire ». Jean-Yves Le Gallou a raison de le souligner. Et les journalistes disent désistement parce qu'évidemment c'est flatteur pour ceux qui se retirent. Et ceux qui se retirent évitent de se désister parce qu'ils savent que les consignes de vote font partie des sujets d'exaspération des électeurs. Donc voilà, si je me retire en disant faites barrage, mais en évitant de dire votez pour Gisèle dont j'ai dit pique-pendre pendant 18 mois, ou ne votez pas pour Gaston qui pourtant était mon camarade il y a 6 semaines, évidemment je passe moins pour un crétin qu'en me contentant de me retirer. Ou pour un arriviste. Voilà. Mais le fait est que voilà, il y avait effectivement 306 triangulaires prévus. Et là, on est passé sous la barre des 140. 140, oui, voilà. Et en revanche, les duels, il y avait 190 duels prévus. Et là, on va frôler les 380, voire les 400. Donc, autrement dit, on est en train d'organiser le fait que le candidat Rassemblement national soit seul face à un bloc. Face au système. Alors, moi, je crois que ça ne va pas marcher. Voilà. Alors, je suis peut-être optimiste, mais je crois que ça ne va pas marcher. Et il y a une raison très forte à ça. C'est les élections de 2022. Les élections de 2022, il y a eu, je crois, 8 triangulaires, puisque la participation était beaucoup plus faible, donc il y a eu essentiellement des duels. À l'issue du premier tour, on envisageait entre 15 et 25 députés Rassemblement national. Il y en a eu 89. Pourquoi ? Parce que une partie de l'électorat LR, voire de l'électorat macroniste, a préféré, a plutôt arbitré en faveur du candidat Rassemblement national qu'en faveur du candidat de gauche ou d'extrême gauche. C'est-à-dire qu'il y a eu, en gros, 4 quarts, 2 quarts qui se sont abstenus, mais le quart qui a voté, mon arithmétique est un peu sommaire, mais il y en a plus qui ont voté pour les candidats du Rassemblement national que pour les candidats de gauche. Et je pense que dans les duels qui s'annoncent, le Rassemblement national a de la réserve, bon, un peu du côté des souverainistes ou des reconquêtes, mais c'est très, très marginal, mais surtout du côté d'un électorat peut-être un peu bourgeois ou classe moyenne de LR, qui peut avoir peur de LFI, de Macron, qui va se dire mais avec eux je vais plus pouvoir être libre de ma propriété, je vais avoir des squatteurs et puis des impôts. Et là, Jean-Yves, je m'inscris en faux parce que le programme social de Marine Le Pen, de Jordan Bardella et du RN peut leur faire extrêmement peur aussi. Non, moins qu'LFI. Beaucoup moins. On entend souvent ce réflexe quand même de la part des gens de la droite libérale bourgeoise d'attaquer le Rassemblement national pour des raisons justement sociales. C'est tout ce qu'il en reste. Et les raisons fiscales et les raisons sociales ne sont pas forcément les mêmes. Mais en l'occurrence, je dois dire qu'en matière de crainte sur les libertés de propriété, par exemple, ou sur la fiscalité, il est manifeste que la crainte allait 100 fois plus du côté
du bloc de gauche et d'extrême gauche que du côté du Rassemblement national. Hiérarchiquement, vous avez raison. Et donc, hiérarchiquement, vous avez raison. Le petit propriétaire de la vallée du Sauceron qui s'est laissé aller à voter Ensemble ou LR au premier tour se dira qu'au deuxième tour, il faut mieux se mobiliser pour la candidate d'Union des droites, Madame Sicard, que voir débouler les hordes gauchistes de Beaumont-sur-Oise. Présenté comme ça, vous avouerez qu'on ne peut pas répondre par la négative. De Beaumont-sur-Oise ou de Pontoise, voilà. Bah oui, non, vous avez raison. C'est même notre c'est ça, et je pense, si vous voulez, là j'ai pris un exemple géographique, mais je pense que ça correspond à une réalité sociologique électorale. Je peux me tromper. Mais je pense que ça peut aussi fonctionner comme ça. Je donne aussi la parole à Xavier Van Lierde, mais on peut également espérer, ou supposer, soyons objectifs, neutres et évidemment... Impartial. que des gens vont être découragés d'aller voter. Ils vont se dire, dans un affrontement, dans une triangulaire entre le RN et Macron et LFI, moi, j'ai pas envie de voter, ou au contraire. Et donc, de ce fait, ça peut aussi favoriser... Celui qui est arrivé en tête. Celui qui arrive en tête. Et celui le RN est en tête. Part quand même avec un avantage. Dans 160 circonscriptions. Xavier Van Lierde, pardon. Oui, je pense que les barrages, ça fonctionne quand il n'y a pas d'exception. C'est-à-dire que quand on est dans une configuration où c'est tout sauf le FN ou tout sauf le RN, ça a un véritable impact. Mais vous voyez qu'aujourd'hui, c'est très différent. Il y a un certain nombre de personnalités qui disent ni LFI, ni RN. Ou alors barrage, mais à condition que ce ne soit pas un LFI. Donc, OK pour soutenir un candidat couleur Glucksmann, mais pas si c'est un proche de Mélenchon. Et donc, ça aboutit à une forme de cacophonie. Et je pense que la cacophonie, ça rend sa liberté aux gens. Ça va devenir très rapidement extrêmement illisible. Et dans cette configuration, eh bien, chacun se fera son opinion et votera avec beaucoup plus de liberté que quand il y a un barrage absolu. C'est-à-dire l'interdiction et l'infamie sont aujourd'hui trop diluées par des jeux de miroir pour que ça ait un impact extrêmement fort. En tout cas, les électeurs retrouvent des marges de manœuvre puisqu'on leur dit, au fond, ce que leur disent beaucoup de gens, c'est faut juger au cas par cas. Les seuls qui ne disent pas ça, c'est les filles. Mais pourquoi ? Parce qu'ils sont évidemment les bénéficiaires. C'est vrai qu'à la télévision... Alors, mais je voudrais terminer quand même ma phrase. Les filles, c'est quand même extraordinaire parce que, alors, eux, ils sont évidemment consigne absolue de barrage parce qu'ils vont en être les bénéficiaires, mais ça va très très loin, puisqu'ils s'apprêtent quand même à essayer de faire réélire Elisabeth Borne. Donc c'est une trahison totale de leurs électeurs, de leurs militants. C'est absolument destructeur C'est même pas sûr que ça marche. Oui, ce que dit Xavier Van Lierde est vrai. Simplement, quand on regarde la télévision sur les différentes chaînes, c'est pas tout à fait cette impression qu'on a. Je veux dire qu'il faut faire une différence, et Xavier Van Lierde fait bien de la faire d'ailleurs, mais je le répète, entre les électeurs d'un côté qui effectivement ne sont pas prêts à faire un barrage et qui sont plus ou moins étanches et qui peuvent effectivement se reporter sur le RN ou s'abstenir, mais en tout cas ne pas voter pour la gauche unie, et ce qu'on voit à la télévision, on a l'impression, au contraire, d'un vrai front républicain qui se met en place et qui relaie le front populaire sans peuple. Tapez plus fort, on vous entendra mieux. Mais... Vous voulez me déconcentrer ? C'est vrai, mais vous connaissez... J'ai attendu que vous ayez fini. Merci. Le barrage, c'est de la physique. Quand un barrage commence à se fissurer, il est emporté. Et je pense que ce barrage-ci est plein de fissures. Vraiment plein de fissures. Philippe Ménard de Politique Magazine. Moi, j'ai surtout l'impression que le Front républicain a quand même du plomb dans l'aile avec les résultats de la présidentielle de 2022, les résultats des législatives de 2022. C'est-à-dire qu'il y a un commentariat médiatico-politique qui hurle au fascisme sans fascisme, comme dirait Mathieu Boccoté. Voilà, les antifascistes. Il y a bien le Front populaire sans le peuple. Après. Mais oui. Et donc, les gens vont voter parce que, voilà, ils ont je ne sais pas s'ils feront des calculs hyper intelligents. Je ne sais même pas d'ailleurs s'ils vont écouter
écouter comme nous les sottises qu'on entend sur CNews, BFM TV, la chaîne parlementaire France 2 et TF1, avec tous ces hommes et femmes politiques qui se succèdent, avec en plus des instituts de sondage pour saupoudrer le tout, et ils vont voter très tranquillement parce qu'il y en a qui sont nationalistes et qui ont l'habitude de voter nationaliste, il y en a qui ont peur du portefeuille, effectivement, j'espère que les gens de LFI vont continuer à faire des manifestations en saccageant les centres-villes et en faisant brûler les poubelles, ce qui est quand même quelque chose d'intelligent. J'espère que les homosexuels de gauche vont continuer à enfariner les homosexuels de droite. Enfin bref, j'espère que la gauche va être bête. Vous faites allusion à la jeune fille Mila, oui, qui a été enfarinée à la Gay Pride. Enfarinée avec des militants en train de dire casse-toi, etc. Parce que quand on est homosexuel, on est de gauche, et donc un homosexuel de droite n'a pas le droit d'arriver dans une manifestation d'homosexuels. Alors, pourtant, Dieu sait s'il y en a. Dans les meilleurs lieux. J'ai appris en discutant dans les marchés que le fait d'agresser ainsi quelqu'un de droite, ça n'est pas une agression. Non, pas du tout. Ça s'appelle de l'autodéfense populaire si on est un gauchiste qui frappe. Et c'est toute la nuance démocratique et citoyenne qui d'ailleurs, la violence et l'autodéfense. Et on sent que vous aimez ça. Et c'est repris par les juges. J'aime bien découvrir des concepts. C'est repris par les juges. Quand un militant d'extrême droite ou de droite se fait attaquer par un militant gauchiste, on explique qu'il est bien normal, malgré tout, que l'autre soit révolté et scandalisé par les opinions nauséabondes du militant qui s'est fait matraquer. C'est une agression préventive. Enfin, c'est de l'autodéfense préventive. Oui. Donc voilà. Donc je ne sais absolument pas comment ça va se passer. Comme d'habitude, chaque fois qu'il y a une espèce de mouvement de masse, et là où les voix sont de plus en plus unanimes, le président de la République s'est renié une fois plus en expliquant que il fallait faire barrière au Rassemblement national. Gabriel Attal est en train de nous expliquer qu'on est en 1937, 38 ou 39. Et on est absolument stupéfait de cette unanimité irrationnel, qui ne repose sur rien, mais certainement pas sur l'analyse du programme, certainement pas sur la manière dont les députés Rassemblement National se comportent, certainement pas sur les propos de Marine Le Pen. Mais on ne peut plus rien leur reprocher. On leur reproche en gros d'avoir été cofondés dans les années 70 par des néo-nazis, ce qui n'est même pas vrai. Donc si vous voulez, c'est et ceux qui le reprochent, d'une part, oublient qu'il y avait aussi des compagnons de la Libération. Exactement. Et d'autre part, ne rappellent jamais les compagnons de route que les communistes ont eu, les compagnons de route que les socialistes ont eu. Enfin, j'aimerais bien que les gens et que le monde fasse des enquêtes aussi minutieuses sur les députés ou les prétendants à la députation de LFI en matière de compromission avec toutes les raclures possibles et imaginables en matière de totalitarisme à l'international. Puis on a eu le retour aussi de Jean-François Copé. C'est jamais une mauvaise chose. Qui a eu l'audace de comparer le Rassemblement national et le Jardin de Bardella au maréchal Pétain et au régime de Vichy, donc en disant que finalement ça ne faisait que 75 ans qu'il n'y avait eu un régime d'extrême droite et que par conséquent ce n'était pas si loin en plus. Moi, je crois que puisqu'on parle des réserves de voix, je suis persuadé qu'il y a des réserves de voix pour le Rassemblement national, même au sein de l'électorat macroniste. Bon, il se trouve que les fistes. Oui, non, mais commençons. Non, mais pas LFI face à. Comme sont des duels où il y aura LFI en face. Macron, oui, enfin. Mais non, avec LFI qui s'apprête à faire voter Borne. Moi, je pense. Là, c'est quand même stupéfiant. On aurait aimé qu'il la dégage. Si je peux. Pardonnez-moi. C'est très sympa de rebondir sur LFI aussitôt, mais je voudrais terminer mon raisonnement sur l'électeur. La réserve qu'il y a, parce qu'il y aura quand même beaucoup de duels, Nouveau Front Populaire, Rassemblement National. Parce que les autres n'ayant fait que 20%, il y en a mathématiquement, il y en a moins. Et donc, il faut se rappeler qu'un certain nombre de gens, de profils, bourgeois, bonne famille, enfants faisant des écoles de commerce, se rassuraient sur la nature de la Macronie en parlant, par exemple, d'une personnalité comme Blanquer. Moi, je me souviens de dîner comme ça avec des connaissances professionnelles qui me disaient « Oui, mais enfin, le wokisme, il y en a marre, mais enfin, t'as vu, maintenant, ça en est terminé, parce qu'avec Blanquer, on va voir ce qu'on va faire. » C'était évidemment totalement faux, mais ça prouve que parmi ces gens, il y en a un certain nombre qui ne vont pas être très ragoûtés par les candidats Nouveau Front Populaire, et spécialement LFI. Et que si en face, on a quelqu'un de droite bon teint, qui après tout ressemble quelque chose comme le RPR des années 80-90. Enfin, le RN aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui ressemble à peu près au RPR.
qui est quand même extrêmement rassurant pour la plupart des Français, qui incarne une forme de calme, d'ordre, je dirais pas jusque luxe et volupté, peut-être pas, mais enfin, non, pas loin par des rapport gens propres sur eux. Non, mais par rapport à des Raphaël Arnaud, des Louis Boyard et autres, sincèrement, imaginez 2 minutes, vous avez une fille à marier et se présente soit un candidat du RN, il y en a qui pourraient avoir envie de marier votre fille, ou un Boyard ou autre excité. Le choix est vite fait. Et il va y avoir quelque chose de cet ordre-là quand même. C'est-à-dire qu'on est confronté à une Sans sorte parler de d'un bizarrerie type en jupe avec des cheveux incroyable. roses. Il faut vraiment pas oublier que la Macronie, nous avons percé au sein de Radio Courtoisie le fait que c'était une sorte de wokisme high-tech, etc. Mondialisé. etc. Mondialisé. Toutefois, c'était une forme de tentative de synthèse et il donnait aussi beaucoup de gages à ces gens-là qui s'y raccrochaient. Mais face à LFI, on ne peut pas se raccrocher à quoi que ce soit. Il ne reste plus que le RN ou eux. Alors moi, je voulais reparler des LFI parce que je me disais dans un duel Macron-RN, si on est un vieux... Alors je ne parle pas du wokiste, évidemment, qui lui va voter Macron sans scrupule, mais si on est un vieil électeur vaguement communiste et qu'on n'est pas encore passé au Rassemblement national, c'est ça le problème. Je sais qu'il y a des nuances. Ouais. Mais on peut quand même se dire, moi c'est hors de question que je vote pour Macron, enfin pour un macroniste. Et je préfère encore le Rassemblement national parce que c'est vrai qu'il y a trop d'immigrés et c'est vrai que... oui, mais est-ce que Roussel, par exemple... Ils doivent plus être nombreux, mais ils doivent encore exister. Est-ce que Roussel du Parti communiste incarnerait d'une certaine façon le vieux communisme d'antan? Oui, un peu. Donc ça représente 2%, ce qui n'est pas rien d'ailleurs. C'est 2% qui pourraient se rallier effectivement à la Macronie. La défaite de Roussel... et les difficultés de Ruffin montrent que l'électorat blanc de gauche, ouvrier traditionnel, continue de partir au RN, et donc il doit encore en rester quelques-uns qui ne sont pas partis. Voilà. C'est le moment. Voilà, c'est le bon moment. Je ne pense toutefois pas que la victoire du RN et du Bloc national se joue sur une synthèse proudhonienne. Non, mais tous les choses qu'il faut mettre en place. Tous les petits canaux peuvent contribuer. Tout se peut se combiner. De ces élections législatives, on peut espérer effectivement que la détestation de la Macronie des uns et des autres ira jusqu'au bout. Oui. Et que des électeurs LFI, à l'idée de voter pour Elisabeth Borne, préfèrent ou s'abstenir ou voter RN. Voilà, c'est un peu ce que je pense. Et je me dis que d'un macroniste... C'est stupéfiant quand même, qu'on n'en profite pas pour abattre ce symbole. Mais ça veut dire qu'ils sont le système. Tous autant qu'ils sont le système. Ceux qui accusent Jordan Bardella d'être le décalque de Gabriel Attal, et donc je parle des gens de LFI, devraient regarder qui s'apprête à soutenir. Ah oui. Alors là, je ne parle pas des électeurs dont je parlais tout à l'heure, mais il y a à l'évidence un accord idéologique souterrain entre la Macronie militante, le cœur de la Macronie, et même LFI. C'est-à-dire qu'en gros, LFI, c'est la créolisation. La Macronie, c'est l'uberisation. Et uberisation et créolisation marchent de concert pour obtenir une espèce de société liquide, post-historique, post-nationale, post-identitaire. Il y a un certain nombre de points d'accroche. Mais je pense que ça, c'est le projet des souterrains de la Macronie, mais que ça ne correspond pas tout à fait à l'aspiration de même une grosse partie de leur électorat. La preuve, ils étaient sans cesse en train de devoir de temps en temps sortir Attal qui parlait d'uniforme à l'école, de Blanquer, de transmission, d'interdiction des portables. Voilà. Donc la Macronie, c'était une sorte d'écran de fumée. En fait, il y avait un projet caché derrière certains éléments qui étaient lancés pour assurer les bourgeois. Bon, ces bourgeois-là, ou ces classes moyennes, ou ces gens qui travaillent simplement, ils peuvent avoir des instincts de survie. Peuvent avoir des instincts de survie face au LFI. Voilà. Alors, on va devoir avancer dans nos sujets. Il y a un auditeur, non pas un électeur, qui m'a écrit en me disant « Pouvez-vous, s'il vous plaît, poser cette question dans l'émission du lundi soir dont le sujet sera le résultat et analyse des élections d'hier ?» Un monsieur perspicace que je n'avais rien dit. Mais voilà, on a des auditeurs perspicaces et il nous dit plutôt « Comme l'exprimait l'avocat Pierre Gentillet la semaine dernière sur vos ondes, le fait que certains candidats dissidents des LR ne souhaitant pas suivre Éric Ciotti se présentent malgré tout sous l'étiquette Les Républicains, donc LR, alors qu'ils ne font plus partie du mouvement qui soutient le Rassemblement national,
certaines élections, dans quelques circonscriptions, ne risquent-elles pas d'être annulées pour usurpation frauduleuse de cette étiquette Les Républicains ? En gros, si on est un canal, comment dirais-je, divergent de Ciotti, qui est le président en titre des Républicains, et qu'on prend l'étiquette Les Républicains pour lutter contre le Rassemblement national, est-ce qu'on ne fait pas une usurpation de la mesure qui a été édictée par le parti Les Républicains à travers son président Éric Ciotti? Alors, en matière de contentieux électoral, les tribunaux administratifs, en l'occurrence, non, là, c'est jugé par le Conseil constitutionnel, mais sur la base des jurisprudences des tribunaux administratifs et du Conseil d'État, on prend en compte 3 choses. D'abord, l'écart de voix. Bon. Plus l'écart de voix est faible, plus le risque d'annulation est important. Ensuite, la question qui se pose, c'est est-ce que les fraudes caractérisées ou les manœuvres déloyales caractérisées sont susceptibles d'expliquer l'écart de voix? Les fraudes, c'est vous avez 100 bulletins qui sont apparus, qui viennent de nulle part, et il y a 98 voix d'écart entre les 2 candidats, motif d'annulation. La manœuvre déloyale, ça peut être interprété comme une manœuvre déloyale. Alors, est-ce que le Conseil constitutionnel retiendra ça comme une manœuvre déloyale ou considérera que l'étiquette Les Républicains, tout le monde pouvait s'en prévaloir? Ça, j'en sais rien. Mais ça peut être considéré comme une manœuvre déloyale, susceptible d'avoir altéré la sincérité du scrutin si l'écart entre le vainqueur et le suivant est faible. D'accord, est faible, oui. Alors, on va lire quelques messages d'auditeurs et ensuite il reste un sujet au moins qu'il faut absolument traiter, c'est celui des fraudes et de la manière de se prémunir et de détecter les fraudes pour le second tour. Alors, un auditeur de Radio Courtoisie. Que se passerait-il si la France passait sous le régime de la Troïka? Un autre auditeur, Jacques Laurent, à propos de Vichy, a déclaré sur votre antenne « Le maréchal Pétain était l'honnête syndic d'une faillite qui n'était pas la sienne en 1940 ». Alors, si Jacques Laurent a dit ça, ça devait être il y a longtemps, parce que je ne sais pas quand il est mort, Jacques Laurent. Oui, c'était déjà quand Radio Courtoisie émettait. Hein. Oui. Bon, Un autre auditeur de Radio Courtoisie, dans vos analyses, ne pas oublier la haine d'une grosse partie du peuple français envers Macron et ses acolytes. Faire alliance avec un personnage si détesté, est-ce une consigne qui sera vraiment suivie par les électeurs? N'oublions pas, finalement, le RN a fait 29% et pas 34%, et la gauche a fait 28% et non pas 27%. Il faut battre le rappel. Il faudra regarder la carte des bureaux de vote électroniques avec la carte des remontées brutales dans la nuit de la gauche et de Macron. Ouais. Alors, là, on va passer maintenant, donc, Jean-Yves, une réaction et ensuite les fraudes. Bon, alors d'abord, il faut cesser de penser que le fait que les résultats soit plus mauvais en fin de nuit qu'en début de soirée, c'est le résultat de fraude électronique ou de mauvaise remontée électronique. C'est tout simplement le fait qu'on prend en compte plus tardivement les villes. Voilà. Bon. Voilà, donc c'est ça qui explique les choses. Alors, les sondages, c'est différent, puisque les estimations... Pour un complotisme intelligent. Voilà, donc il ne faut pas... c'est le fait que le candidat, les candidats, dans certaines circonscriptions, les candidats de l'Union de la gauche ou de l'FI sont plus forts en fin de soirée qu'en début de soirée. C'est de la mécanique, puisqu'il y a des endroits qui ferment à 18h et d'autres qui ferment à 20h. Ceci étant, et on viendra au sujet suivant, c'est aussi sur ces endroits-là qu'il faut être vigilant par rapport à la fraude. Mais la vigilance par rapport à la fraude, ça se fait sur le terrain. Voilà. Alors justement, on va y venir. On a vu au cours de ce premier tour plusieurs irrégularités, voire des manipulations douteuses. Et je prends 2 exemples. Philippe Cugnache, qui était candidat de Reconquête à Paris, je crois dans le 4e arrondissement, nous a appelés pour dire nous révéler que les bulletins de vote pour Reconquête n'étaient pas arrivés alors qu'il était déjà midi dans son bureau de vote. Ce qui est quand même
ça laisse quand même toute la matinée pour voter autre chose. Et une collaboratrice de Radio Courtoisie, qui allait voter hier dans le Gard, s'est retrouvée avec des bulletins, avec des enveloppes pré-remplies LFI. Alors, ce qui voulait dire que soit elle mettait un bulletin pré-rempli, et pourquoi pas, soit elle mettait un autre bulletin sans forcément se rendre compte qu'il y avait un deuxième bulletin, et ça faisait un vote nul. Ou alors, elle se demandait aussi si elle n'avait pas été... si les gens, des malveillants, ne s'étaient pas trompés de lot et avaient pré-rempli des bulletins à mettre dans les urnes et que, par une maladresse un peu visible, en fait, ils ont mis des enveloppes pré-remplies au lieu des enveloppes vides. Et voilà, donc ça, c'est quand même des choses relativement graves. Alors, Jean-Yves Le Gallou, vous avez passé énormément de temps à surveiller des urnes. Je pense 800 heures, oui. 800 heures, bon, vous êtes sans doute le plus expert autour de la table. À votre avis, comment, pour un auditeur de Radio Courtoisie qui a un peu de sens civique et qui, la semaine prochaine, voudrait faire attention à surveiller des manipulations ou des fraudes, comment peut-il faire concrètement ? Soit en se proposant comme délégué ou assesseur. Mais il est important Ah oui, pour le deuxième, tout à fait, oui. Ça, c'est évidemment la chose idéale. Et sinon, en allant au dépouillement, pour surveiller que les choses se passent régulièrement. Je crois que c'est surtout les candidats qui doivent être vigilants, et notamment en mobilisant leurs forces là où il y a le danger. C'est-à-dire, où est-ce qu'il y a le danger ? Eh bien, dans les villes contrôlées par la gauche, dans les villes à forte immigration, où il peut y avoir une culture de la fraude. Fraude d'autant plus légitime qu'il s'agit quand même de faire barrage à la bêtise du monde. Évidemment. Donc, je veux dire, un homme de gauche ou d'extrême gauche peut frauder vraiment en toute bonne conscience. C'est de la fraude honorable. C'est de la fraude honorable. Alors, comment faire ? C'est quand même il faut être sur place, il faut regarder et éviter qu'il y ait des substitutions d'enveloppes lors du dépouillement et éviter une fraude très simple. C'est au moment de... Vous avez une table, vous avez une centaine. La centaine, elle donne 60 pour le candidat A, 40 pour le candidat B. C'est quoi une centaine pour Une centaine de bulletins de vote. On dépouille par centaine. Voilà. Quand il y a une centaine, 60 pour le candidat A, 40 pour le candidat B. On peut malencontreusement se tromper au moment de... On peut se tromper malencontreusement ou volontairement au moment du rapport. De même, quand c'est-à-dire écrire 60B et 40A. Voilà. Et de même, sur l'ensemble du bureau de vote, sur le récapitulatif, ce qui va être transmis à la préfecture, là, on peut, si on a, on va dire 350 d'un côté, 550 de l'autre, on peut malencontreusement se tromper et mettre 550, 350. Voilà. Et il est évident que pour une élection locale ou pour une élection législative qui va se jouer parfois à quelques centaines ou à quelques dizaines de voix, ça compte. Alors, ce qui est important aussi, c'est de voir quand les résultats traînent, qu'on attend les résultats d'un endroit, ça, c'est pas très bon signe, parce que ça peut vouloir dire que y a de la manipulation en cours. Alors, concrètement, ça traîne, ça veut dire combien de temps ? C'est-à-dire, normalement, à 10 heures, tout doit être à peu près terminé partout. À 10 heures. Sur du soir, 22 heures, 10 soir, 22 heures, voilà. Là où ça ferme à 20 heures, hein. Ouais. Voilà, et à 20 heures, là où ça ferme à 18 heures. Voilà. C'est surtout les candidats qui doivent organiser ça. Hein. D'accord. Voilà. Et puis, les citoyens peuvent y aller, mais il faut mieux y aller. Je pense que beaucoup de gens, c'est naturel, ils vont dans leur bureau de vote. Bon, c'est sympathique, ils veulent voir comment a voté leur bureau de vote, mais c'est pas forcément là qu'ils seront le plus utiles. Il faut peut-être aller voir le bureau de vote dans la cité où l'ambiance risque d'être un peu moins cordiale, mais c'est peut-être plus utile. Voilà. Entendu. Alors, il nous reste quelques minutes. Est-ce qu'un mot sur les questions des fraudes, peut-être, ou pas plus que ça ? Bon. Alors, un message auditeur. Plusieurs, même. Oui. Excusez-moi d'animer l'émission à votre place, Père Alexandre, c'est une habitude. Bien bon. Un auditeur.
Pouvez-vous répondre à cette question? Que feriez-vous en cas de duel de députés entre Front de gauche et Macron? Alors là, vaste question. Je ferai peut-être partie de ces gens. Moi, je peux répondre. Ah oui, Jean-Yves. Je peux répondre. Pas tout à fait. Parce que dans la circonscription. Tiens, on va tous vous poser la question. Où je vote, le candidat RN a manqué le deuxième tour à 4 voix, malheureusement. Donc, il y a un duel entre un candidat LR soutenu par les macronistes et le candidat LFI. Et donc, je lui ai envoyé un petit... Alors, il fait une mobilisation, tous derrière moi contre l'extrême gauche. Et donc, moi, je lui ai interrogé sur Twitter en lui disant « Et que recommandez-vous quand il y a un duel entre le RN et LFI ?» Et donc, j'attends sa réponse. Que vous n'obtiendrez peut-être pas. Arnaud Guillogenin. C'est possible. En une minute, que faites-vous? Un duel LFI-Macron. Je m'abstiens. Je ne sais même pas quoi vous dire. Ça ne me concerne pas. Philippe Ménard. Oui, je m'abstiens. Bon. Xavier Van Lierde. Alors, habitant dans le Vaucluse, vous me prenez totalement en Ça n'existe pas. C'est un paradis électoral, votre affaire, là. Oui, voilà. En tout cas, de ce paradigme-là. Voilà, donc je ne sais pas quoi vous répondre parce que ça existe, en fait. Ça existe, des circonscriptions cauchemardesques à ce point. Oui, figurez-vous la mienne. Les circonscriptions qu'est-ce que vous urbaines. faites? Dieu merci, le candidat RN s'est maintenu, il a fait 18%. Donc la question ne se pose plus, mais j'aurais été quand même extrêmement embêté. Donc voilà, j'ai un petit joker et je vais voter pour la bête immonde, je le dis. Qui monte Exactement. Non, j'allais dire une bêtise. Non, en fait, je vais dire barrage à la gauche, mais cela dit, c'est peut-être vrai quand même, je sais pas. Vraiment empêcher l'extrême gauche d'arriver. Mais bon. Moi, heureusement, je n'ai pas ce dilemme effroyable. Voilà, l'extrême centre est également extrêmement néfaste, c'est ça qui est... Qu'il dites-vous, oui. Alors, un auditeur. Que vaut un système qui, quand on l'analyse, comme vous faites ce soir en termes politiques, ne fonctionne que sur le rejet de l'opinion majoritaire, en plus de construire des barrages complètement artificiels autour de la chimère démocratie? Aucune idée, ce programme constructif, plus rien que le rejet dans la bouche de ceux qui prônent la lutte contre toutes les discriminations à longueur de siècle. Alors, on a encore beaucoup de messages, là, peut-être, qui vont concerner ce que nous disait Jean-Yves Le Gallou. Comment faire lorsque les bulletins ne sont pas présents dans le bureau de vote, particulièrement ceux de la droite nationale? C'est arrivé à ma fille dans le 17e à Paris pour les présidentielles. Ça, il faut tout de suite, demander, reporter, s'adresser au président du bureau de vote, demander le cahier pour signaler la protestation, prévenir soit l'état-major du candidat, soit le représentant de la commission de contrôle. Bon, écoutez bien, chers auditeurs, voilà, Jean-Yves vient de vous donner le vadémécum pour la lutte. Mais la difficulté, si vous voulez, très souvent, alors il y a une fraude très simple d'ailleurs, vous avez un paquet de bulletins. Et le personnel derrière la table peut très bien... Il y a parfois des électeurs qui vont déplacer un bulletin sur le bulletin d'à côté. Et donc, vous ne verrez plus, par exemple, le candidat du Rassemblement national. C'est plus facile quand il y a 6, 7, 8 bulletins qu'il y en a 2 ou 3. Hein. Mais vous le cachez. Et vous attendez que quelqu'un l'électeur courageux qui va oser dire, je ne sais pas si vous votez dans un quartier à forte immigration avec des représentants adaptés, si vous voulez voter Rassemblement national, vous attendez l'électeur qui va dire mais ça va pas. Ouais. Et il y a des votes perdus. Mais ça c'est aux candidats, et c'est aux candidats d'organiser la surveillance des bureaux de vote. S'ils veulent être élus, il faut quand même qu'ils fassent un petit effort. Xavier Van Lierde. Il faut peut-être rappeler à chacun de nos auditeurs qu'une précaution simple, c'est de venir avec son bulletin, le bulletin de vote qu'on a l'intention de mettre dans l'enveloppe, parce qu'on le reçoit par la poste, il faut venir avec ce bulletin. C'est vrai aussi. Alors encore un message. Ce n'est pas une fraude, mais une influence sur le scrutin. Ramassage des procurations dans les EHPAD. Souvent pour M. Macron. Ça, c'est une technique très ancienne. Alors le fait que les procurations soient plus faciles aggrave la situation. De même que s'il y a un jour le vote électronique, ça facilitera les manipulations.
Alors là, il y a eu beaucoup de procurations, mais qui ne sont pas arrivées finalement. C'est-à-dire qu'apparemment, il y avait énormément de complications pour que les procurations soient validées par les bureaux de vote. Oui, effectivement, j'ai eu le cas dans mon bureau de vote d'un bulletin, enfin d'une personne qui avait procuration, et sauf que le bureau de vote n'en avait pas connaissance, et ce fait que la personne n'a pas pu voter pour la personne dont elle avait la procuration. Bon, et ben voilà, apparemment, ça s'est multiplié. Ça, ce sont les miracles de l'informatique Alors, publique. Pour aider, on peut aussi appeler le siège de son parti dans sa circonscription et se proposer justement de porter les procurations. Je sais que ça a été extrêmement utile pour divers camps. Je ne dirai pas lesquels, évidemment, mais moi, j'en ai porté personnellement. Voilà, donc cette émission va bientôt toucher à sa fin. Il nous restait un sujet, mais vous avez 1 minute éventuellement, Philippe Ménard, pour nous parler de Joe Biden mi-chaos. Alors, je dirais juste, il y a eu ce débat entre Biden et Trump. Pendant le débat, tous les démocrates ont dit c'est une catastrophe. Après le débat, tous les démocrates ont dit c'est une catastrophe. Et les journaux démocrates ont signé plusieurs éditoriaux en à peine quelques heures en expliquant que Biden était catastrophique et donc qu'il fallait changer de candidat. Ce qui est remarquable, c'est que depuis 1 an que les gens disent Biden est gâteux, attention, ce type n'est pas taillé pour, à chaque fois, les mêmes démocrates et les mêmes journaux démocrates ont accusé les autres médias de répandre des fausses nouvelles, des infox, et d'être dans la désinformation la plus complète. C'est-à-dire que, alors qu'il était évident pour ceux qui observaient Joe Biden qu'il était gâteux, ou en tout cas qu'il n'était pas toujours aussi illuminé qu'il mériterait de l'être en étant président des États-Unis, et il était hors de question que cela soit dit jusqu'à ce que la vérité crevant les yeux de tout le monde, on explique que bah non, effectivement, il est nul. Mais tout de suite, les démocrates officiels ont expliqué que c'était un rhume, ce qui était hyper crédible, où on fait paraître des sondages comme quoi en fait personne n'avait changé d'avis, et surtout on a organisé une confrontation de Biden avec des militants démocrates. Il a été pétillant, il a été joyeux, il a été brillant, il a été vif. Même Le Monde, ce journal de référence, en parlait, en oubliant juste un détail, c'est qu'il avait un prompteur. Ah, ça change voilà. Et donc, il c'est avait pas si simple que ça de lire un prompteur. Je vous trouve voilà. sévère donc même la mise en scène du rétablissement neurologique et cognitif de Joe Biden est en fait une mise en scène. Alors, on aura l'occasion, parce que c'est en novembre, d'en reparler régulièrement. On avait encore un sujet, mais finalement, il se prête très bien à la semaine prochaine. C'était la cohabitation, les règles et les consignes et les critères d'une bonne cohabitation. Alors, on en parle la semaine prochaine. Cette émission touche à sa fin. Je vous laisse aux mains de Philippe Ménard, que vous retrouvez dans 2 minutes, top chrono, pour la deuxième partie de ce Libre Journal. Merci à tous. Françoise, Arnaud Guillaume-Jeannin, Philippe Ménard, Xavier Van Lierde et Jean-Yves Le Gallou et Stéphane. Merci à tous et à la semaine prochaine. Merci. À la semaine prochaine.